Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis entrepreneur, investisseuse en immobilier, money et life coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à révéler tout leur potentiel financier. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer les conversations les plus profondes et les plus authentiques à propos de l'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter, et je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages toujours plus personnels, pour assister à des lives avec des invités, pour des revues de lecture et aussi pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Il y a quelques jours, monsieur est tombé sur un sondage, en apparence anodin, sur un compte Instagram qu'il suit régulièrement. Alors si ça vous intéresse, le compte c'est Finances Personnelles 2.0, Finances Personnelles au singulier. Et puis il vient me voir, tout excité, et me dit « Si tu devais choisir, Delphine, entre ces 4 propositions, laquelle tu choisirais ?» Option 1. Travailler à temps plein en CDI pour un salaire de 15 000 € par mois. Option 2. Vivre dans la maison de tes rêves. Option 3, toucher des revenus passifs de 5 000 € par mois à vie. Option 4, recevoir 1 million en cash, là, tout de suite, maintenant. Je vous laisse. Si vous avez besoin d'y réfléchir, mettez pause sur l'épisode et je vous invite vraiment à réfléchir. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, si vous êtes en voiture et que vous avez envie d'y réfléchir avant même le reste de l'épisode, c'est vraiment le moment de mettre pause, de vous arrêter, de prendre un temps pour y réfléchir. Moi, il m'a fallu à peu près 2 secondes pour savoir ce que je ferais. Ce que je vais vous partager, évidemment, mais un peu plus loin dans l'épisode. D'emblée, on comprend assez vite que ce qui se joue dans ce choix, c'est ce que chacun peut apprécier comme étant le meilleur rapport, temps disponible, argent. Après tout, n'est-ce pas ce que nous recherchons tous? Un maximum d'argent pour un minimum d'investissement en temps. Et donc, à ce titre, le job en CDI, à 15 000 € par mois, est l'option qui semble peut-être nécessiter le plus d'investissement en temps, mais évidemment qui paye très bien. À l'inverse, les 5 000 € de revenus passifs, ça semble être déjà une petite fortune pour beaucoup de gens, sans rien avoir à faire. Alors là, quand je dis 5 000 € de revenus passifs, c'est un peu comme à la retraite, quoi. C'est vous touchez 5 000 € par mois à vie. Entre les deux, il y a l'option numéro 4, le million en cash, qui semble tomber du ciel, mais qui nécessite tout de même un effort. Un effort de réfléchir et très probablement aussi de se former pour savoir comment utiliser ce million d'euros, comment le faire fructifier, comment l'investir au mieux pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc, mon intuition m'a tout de suite dit que le million d'euros en cash, c'est l'option qui, à la fois, m'offrirait le plus de temps libre, mais aussi le plus d'opportunités de m'enrichir si j'arrivais à le faire fructifier, et aussi un certain niveau de challenge dont je raffole, du fait de devoir effectivement me former pour investir cette somme que je n'ai jamais investie auparavant, je n'ai jamais reçu, figurez-vous. C'est bizarre, je sais, mais figurez-vous que je n'ai jamais reçu 1 million d'euros en cash comme ça, ce qui peut paraître étonnant pour évidemment la plupart des Français qui ont tous l'habitude de recevoir 1 million d'euros en cash, mais ce qui n'est évidemment pas mon cas, je plaisante. Et donc effectivement, j'avoue que la perspective de me former et de mobiliser des raisonnements pour pouvoir investir là tout de suite maintenant 1 million d'euros en cash, ça m'excite. Et oui, je sais, c'est bizarre. Mais à ce stade, quand j'ai exposé mon raisonnement à mon compagnon, c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très intuitive et donc je me base là-dessus. Et donc, vous l'aurez compris, mais je ne vous dévoile rien, mais à mon avis, vous avez compris quelle est l'option que je choisis. Monsieur, lui, bon, l'intuition, c'est sympa, mais lui, il préfère les chiffres. Donc, il a concocté une bonne analyse avec plein de chiffres, détaillé tout comme il faut, de ce que chaque option pourrait rapporter. En commençant, évidemment, d'ailleurs, par le million d'euros reçus en cash.
Et cette analyse, il l'a partagée dans notre newsletter Imo Chérie, à laquelle, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas notre newsletter d'Imo Chérie, si vous avez envie de vous abonner, je vais le lien, si je n'ai pas oublié, je vais mettre le lien en description de cet épisode. Si jamais j'ai oublié et que vous voulez faire plus simple, vous pouvez aussi taper Imo Chérie sur Google et vous laisser guider pour trouver le lien vers cette newsletter. C'est moi qui l'ai rédigée jusqu'à récemment, en fait. Ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans qu'elle existe, cette newsletter. J'en parle très peu, c'est vrai. Et puis récemment, c'est plutôt mon chéri qui a repris l'écriture, la plume de cette newsletter, et moi davantage le compte Instagram. Donc maintenant, Imo Chérie est à 2 mains, à 4 mains. Et du coup, en envoyant cette newsletter, je vous cache pas qu'il y a une petite pointe de jalousie parce qu'il a tellement eu de succès avec cette newsletter et donc avec son analyse que je décidais d'en faire un épisode. Donc je me réapproprie son analyse. Et c'est un vrai challenge pour moi parce que il y avait beaucoup de chiffres dans son analyse et vous imaginez bien que les chiffres, ça passe pas très très bien en podcast. En tout cas, ça passe mieux dans une newsletter que dans un podcast. Mais comme je suis une femme de challenge et que je vous fais énormément confiance, j'ai décidé quand même d'aller au bout de mon idée, de transcrire cette analyse dans un épisode de podcast. Donc c'est parti pour essayer de savoir quelle option serait la plus intéressante dans l'absolu, mais évidemment pour vous. Je dis pour vous parce que ce qui est intéressant de noter dès le départ, c'est qu'on a finalement peu d'informations à notre disposition sur chacune de ces 4 options. Donc on va devoir faire des hypothèses, ce qui est parfait parce que dans la vie aussi, on doit faire des hypothèses. Il y a ce qu'on sait dans la vie et puis il y a ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Et on doit avancer, naviguer, faire des choix avec toujours cette incertitude. Par exemple, je sais que je peux habiter la maison de mes rêves dans l'option numéro 2, mais je ne sais pas quelle est sa valeur. Et puis, il n'y a pas de règle qui dit est-ce que j'ai le droit de la vendre, est-ce que j'ai pas le droit de la vendre. Je ne sais pas si à côté j'ai un job ou non, et je ne sais pas combien je gagne avec ce job. Je ne sais pas non plus si je travaille ou pas, même après avoir reçu mon 1 000 000 d'euros en cash. Voilà, je ne sais pas si je continue à travailler ou pas. Et je ne sais pas non plus quel est le train de vie qui est le mien actuellement ou qui sera le mien une fois que justement, par exemple, j'aurai soit reçu 1 000 000 d'euros en cash ou que j'aurai ce fameux CDI à 15 000 euros par mois. Et évidemment, je ne sais pas non plus quels sont vos objectifs. Je connais les miens dans la vraie vie, c'est celle, vous savez, la vraie vie où on ne reçoit pas comme ça 1 000 000 d'euros en cash. Donc je connais mes objectifs, mais tout le monde n'a pas envie de liberté financière. Et ayant dernier élément qui est intéressant, c'est que moi j'ai 35 ans, donc j'ai un horizon de temps devant moi qui est quand même relativement grand pour faire des investissements qui sont sur du long terme, sur plus de 20 ou 25 ans. Alors que évidemment, si vous avez 50 ans aujourd'hui, la donne change un peu et surtout si vos objectifs sont des objectifs de complément de retraite et que vous avez déjà 50 ans et plus, évidemment, vous avez moins de temps pour mettre en œuvre vos stratégies et ça peut peut-être influencer effectivement votre choix. Moi, si j'ai rien mis de côté, que j'ai 50 ans, si j'ai 50 ans que j'ai absolument rien mis de côté dans ma vie, c'est sûr, je prends les 5 000 euros de revenus passifs, c'est sûr. Donc, évidemment que je vais devoir faire des hypothèses que vous pourrez adapter à loisir, à votre propre vie, et du coup, ainsi obtenir une réponse conforme ou radicalement différente de la mienne. Donc je commence mon analyse, comme je l'ai dit, par l'option 1 000 000 d'euros en cash. Et vous allez comprendre pourquoi, d'ailleurs, après, je commence par l'hypothèse 1 000 000 d'euros en cash. D'abord, le temps presse. Le temps presse pour investir cet argent parce que avec le niveau actuel de l'inflation, aller à 5%, on va dire, ça facilite tellement tous les calculs. Je vais perdre environ 50 000 euros chaque année sur cet argent. Donc, ça n'est jamais une perte, c'est une perte invisible, mais c'est une perte réelle, comme je dis souvent. Il y a donc urgence à se bouger les fesses pour trouver des moyens de placer cet argent. L'option « j'attends un petit peu et je garde l'argent » n'est pas une option. Le premier réflexe, quand on gagne une telle somme, c'est évidemment de vouloir augmenter son train de vie. Donc, allez, une nouvelle voiture, peut-être une maison un peu plus grande, une meilleure école pour les enfants, on se fait un beau voyage, etc. Oui, mais tout l'argent que je dépenserai, il faut comprendre que c'est de l'argent que je ne vais pas investir. Par exemple, si je place mes 1 million à 5%,
je vais générer 50 000 euros d'intérêt la première année, 52 500 la deuxième, 55 000 et quelques la troisième, et la cinquième année, 60 000 euros d'intérêt. Quand vous générez 60 000 euros et quelques d'intérêt chaque année, vous imaginez bien que 60 000 euros, la plupart des Français vivent avec moins. Donc, on peut décemment faire des hypothèses de vivre sur ces intérêts. C'est la puissance des intérêts composés. Chaque année qui passe, les intérêts sont calculés sur un gâteau, un capital de plus en plus gros, donc c'est pour ça que les intérêts sont de plus en plus gros eux-mêmes. Sauf si, effectivement, on décide de réduire ce gâteau dès le départ, avec la fameuse nouvelle voiture, le beau voyage, la maison, etc. etc. Donc, imaginons qu'il ne reste plus que, hypothèse raisonnable, qu'il ne reste plus que 800 000 euros sur notre fameux capital, parce que le reste, on l'a dépensé, bam, dès le début. C'est 40 000 euros d'intérêt la première année versus 50 000 dans mon hypothèse précédente. Et il faut 10 ans au lieu de 5 pour atteindre les 60 000 euros d'intérêt. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, du coup, vivre avec des intérêts rapidement de plus en plus gros, du coup, pour augmenter son train de vie en vivant sur ces intérêts qui, de fait, vont grossir avec le temps? Je pose ça là pour votre réflexion, mais peut-être que la chose la plus smart à faire, c'est pas de grignoter son capital dès le début pour se payer des jolies choses. Évidemment, même si c'est extrêmement tentant. Mais Monsieur Inflation étant ce qu'il est aujourd'hui, souvenez-vous, malheureusement, je vais devoir adopter une stratégie d'investissement encore plus offensive parce que, à cause de l'inflation à 5%, je vais essayer de viser les 10% de rendement sur mes 1 million pour à la fois battre l'inflation et aussi vivre de la moitié de mes intérêts, à savoir 50 000 euros par an, soit environ un peu plus de 4 000 euros par mois. Donc, c'est le train de vie que je me suis à peu près fixé, vivre pour à peu près 4 000 euros par mois. C'est parti pour viser les 10% de rendement. Si vous avez écouté la capsule numéro 23 sur la diversification, vous comprendrez donc aisément pourquoi je décide de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier à ce stade et donc de faire l'allocation suivante. 40% de la somme en immobilier, 40% en bourse, 15% en private equity et 5% en placement, on va dire, que j'ai appelé exotique pour le fun. Pour le pilier immobilier, je décide d'allouer 70% de ma somme, donc 70% des 40% immobiliers, à de l'immobilier physique et 30% à des placements en SCPI, ce qu'on appelle la pierre papier, donc c'est des titres SCPI pour Société Civile de Placement Immobilier. Je fais ça parce que moi, j'aime beaucoup l'immobilier physique. Je suis encore jeune et j'ai plein d'énergie. Je m'y connais. Et effectivement, on peut aller chercher des rendements à 10% sur l'immobilier physique, ce qui va être très compliqué en SCPI. Alors attention, parce que c'est là que on commence à rentrer dans les petites erreurs qu'on serait tenté de faire à ce niveau-là. C'est pas parce que je viens de recevoir 1 million en cash que je vais acheter mon immobilier cash. Je compte bien utiliser l'effet de levier bancaire et surtout, comme je le disais, ne pas acheter cash. C'est une façon de booster le rendement de mon capital, donc d'atteindre plus rapidement mon objectif fixé. Et je vais même corser le challenge ici en considérant que je suis déjà endettée au maximum. Je vais donc utiliser mon épargne comme collatéral, on va dire ça comme ça, pour emprunter de l'argent auprès de ma banque. Comment ? Eh bien, je vais utiliser ce qu'on appelle le nantissement. En gros, je bloque 400 000 euros, donc les fameux 40% de 1 million, je bloque 400 000 euros sur une assurance vie et ou un PEA pendant la durée d'emprunt, que je vais définir à 20 ans. En échange de quoi, comme je bloque cette somme, eh bien, la banque accepte de me prêter de l'argent et je suis éligible à emprunter 300 000 euros à la banque de ce fait-là. Avec ce système, je peux même opter pour ce qu'on appelle un prêt in fine sur 20 ans, c'est-à-dire que je ne rembourse que les intérêts d'emprunt
soit 500 € par mois pendant la durée du prêt. Et le capital restant emprunté, je le rembourserai in fine, donc c'est-à-dire à la fin du prêt au bout de 20 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ça a plein d'avantages. Et notamment l'avantage de minimiser évidemment son niveau de remboursement mensuel de ses emprunts bancaires. Et la banque accepte de faire ça puisqu'elle est sûre que j'ai même plus que la somme empruntée, puisque j'ai bloqué 400 000 €. À la fin, je devrais les 300 000 €, donc ils sont sûrs que je vais pouvoir les rembourser. Donc ça se fait. Me voilà donc avec 700 000 €, les 400 000 que j'ai bloqués, plus les 300 000 à allouer sur ma poche immobilier. Donc 70% de cette somme ira sur de l'immobilier physique et 30% sur de la pierre papier, donc de la SCPI. Je me mets donc à la recherche de biens à cash flow positif et avec des travaux pour un total de 490 000 €. N'oubliez pas que je ne fais que de l'immobilier à cash flow positif et de toute façon, si on vise les 10% de rendement, on n'a pas, ce sont des placements à cash flow, c'est de l'immobilier à cash flow positif. Donc c'est sûr qu'on oublie, l'achat d'un appartement parisien haussmannien qui ne va pas du tout faire l'affaire en termes de rendement. Donc pour diviser le risque, je décide de faire 2 investissements dans des immeubles de rapport, dans 2 localisations différentes si possible, pour un budget du coup pour chacun des projets aux alentours de 245 000 €, tout inclus, rénovation et frais inclus. C'est exactement ce que je fais déjà dans ma stratégie immobilière. Donc c'est vrai que c'est un domaine que je maîtrise et je me sens hyper à l'aise de faire ces projets-là. Si c'est pas votre cas, je vous invite à vous former, à écouter l'un des nombreux épisodes que j'ai fait sur l'investissement immobilier, notamment l'épisode numéro 20 avec mes partenaires de Club Immobilier, et ou à suivre mes aventures immobilières sur le compte Instagram de ImmoChérie ou en vous abonnant à la newsletter de ImmoChérie. Donc je vais viser un rendement brut à 12% et donc net à 9% pour ces investissements, avec une stratégie qui sera à la fois une stratégie mixte de location courte durée et aussi de location étudiante meublée, par exemple. Du coup, j'essaye de diversifier et de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc l'un de mes immeubles sera acquis en LMNP, loueur meublé non professionnel, et l'autre en SCI à l'IS. Vous allez comprendre pourquoi, même si voilà, je ne peux pas rentrer dans le détail de tout ça dans le cadre de cet épisode. J'encaisse donc au total des loyers nets de charges de 9%, donc soit 3 675 € par mois, sur lesquels je ne paye pas d'impôt en raison de l'amortissement des travaux et du bien. Je décide de percevoir directement la partie des revenus que je touche au titre de l'investissement en LMNP, loueur meublé non professionnel. Juste assez d'ailleurs pour me verser, c'est un peu plus de 1 800 €, c'est juste assez pour me verser une rémunération, mais pas trop pour ne pas dépasser les plafonds qui me feraient changer de statut. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait du LMNP et de la SCI LIS, parce que effectivement, quand on gagne trop d'argent en LMNP, on change de statut, on devient professionnel au lieu de non professionnel. Et effectivement, il y a un impact qui n'est pas négligeable sur le montant des charges sociales qui s'appliquent. En parallèle, je me verse une petite rémunération sur la SCI à l'IS en qualité d'associé gérant. Et voilà comment, avec l'un et l'autre, je peux environ toucher 2 600 € par mois. Je place le reste de la poche immobilier en SCPI. On va imaginer un placement à 3,5% de rendement annuel net d'impôt. Il faut voir que les rendements bruts en SCPI, alors c'est net de frais, mais pas net d'impôt, en général sont affichés entre 4 et 6%. 4 et 6%, on a des rendements nets de frais, mais pas net d'impôt. Et donc, c'est pour ça que j'allais dire j'ai pris une hypothèse, non, c'est monsieur, je vous l'ai dit, qui a pris une hypothèse de rendement net d'impôt à 3,5%. Donc, 3,5% de 110 000 €, c'est le montant que j'avais décidé d'allouer au SCPI. Ça fait environ 612 € par mois de revenus que je touche de mes placements SCPI.
Passons maintenant à la bourse. J'avais décidé de mettre 40% en bourse. Donc, c'est c'est placer les 400 000 euros nantis sur 20 ans dans le cadre de ma stratégie immobilière. Donc, moi, je décidais de le placer à peu près à 8% par an, de préférence sur des ETF, et de réinvestir tous les dividendes pour que ça grossisse de plus en plus. Donc, grosso modo, là, je vais mettre en place un système qui va plus ou moins se gérer tout seul en gardant un œil dessus assez régulièrement, mais on va partir sur quelque chose d'assez simple. En ce qui concerne le private equity, je décide de mettre de l'argent en crowdfunding, par exemple crowdfunding immobilier, sur des tickets de 6 250 euros par mois et qui me rapportent 7% net d'impôts, soit 875 euros par mois. En faisant ainsi, c'est-à-dire en investissant mes 150 000 euros que j'ai décidé de mettre en private equity régulièrement tous les mois sur de nouveaux projets, donc non seulement je divise le risque en investissant à peu près sur 24 projets en 2 ans, mais aussi ça me permet quasiment de me générer un revenu mensuel, du coup de 875 euros par mois à peu près, puisque à la fin à la fin des 2 ans à peu près de chaque projet, je touche les revenus. Et pour finir, j'alloue 50 000 euros, donc 5% de mon million, sur des projets plus exotiques, type cryptoactifs, NFT, Lego, les montres, des sacs à main, du vin, etc. etc. Et sur ces placements, à la fois, je pourrais en attendre un retour sur investissement qui pourrait être de 15, 20, 30%. Mais voilà, je m'attends aussi à en perdre une bonne partie. Donc, je vais peut-être plus raisonnablement imaginer un retour effectif de mon investissement, peut-être de 10% sur cette allocation, sachant que je vais essayer quand même d'appliquer, même si c'est exotique, d'appliquer le principe d'investissement sur du long terme pour diminuer le risque et la volatilité de ce type de placement. Alors, pour résumer, toujours sur mon fameux million, je vais toucher en revenu immobilier à l'MNP 1800, en vrai c'est 1837 euros, donc un peu plus de 1800 euros. Pour mes revenus immobiliers de la SCI, 800 euros. Pour mes revenus immobiliers de la SCPI, 612 euros. Je vais rien toucher de particulier sur mes revenus de la bourse. Sur mes revenus du private equity, je vais toucher 875 euros par mois si j'adopte la stratégie que j'ai indiquée. Concernant mes placements exotiques, je vais en retirer 416 euros par mois, principalement issus de la fameuse plus-value à 10% que j'ai imaginée. Et je n'ai de mensualité de crédit que de 500 euros par mois qui correspond aux intérêts, uniquement aux intérêts d'emprunt. Donc, au total, j'ai, justement, comme par hasard, un peu plus de 4 000 euros par mois de revenus qui correspondent quasiment, donc 4,85% de mon patrimoine, quasiment les 5% que je visais au départ. Donc, j'ai réussi mon pari de vivre sur mes intérêts de placement. Qu'est-ce que ça donne maintenant en termes de capitalisation? Parce qu'il y a l'argent que je touche, mais il y a aussi la valorisation de mes actifs. Donc, si les biens immobiliers physiques s'apprécient à peu près de 3% chaque année, je m'enrichis de 14 700 euros par an, de 4 200 euros par an si les titres de SCPI sont revalorisés plutôt à 2% par an, 32 000 euros pour les titres boursiers sur la base énoncée précédemment de 8% de rendement. Et au total, du coup, mon patrimoine grossit à peu près de 50 000 euros chaque année, soit mes fameux 5% par an. Voilà pour la démonstration. J'ai à nouveau atteint mon objectif, du coup, à la fois plus de 4 000 euros net par mois de rémunération et valorisation de mon portefeuille de 5% par an. Est-ce que vous me suivez encore ou est-ce que vous êtes totalement en PLS? Rassure-toi, j'ai commencé par ça parce que le reste est beaucoup plus simple à arbitrer du fait que effectivement les raisonnements aient déjà été mobilisés sur l'option le million en cash. Donc parlons maintenant de l'option numéro 2, qui était l'option la maison de tes rêves. Alors, elle est superbe, elle a une vue magnifique, elle a peut-être une piscine, tu t'y sens super bien, de toute façon c'est la maison de tes rêves, donc tu n'as jamais été aussi heureux de ta vie, c'est incroyable, etc. Mais avec la taxe foncière, avec le parc, parce que ce n'est plus un jardin, évidemment c'est un parc, le parc à entretenir, le prix de l'assurance, la piscine, la sécurité de la maison, etc., et ben, tu prends cher.
Tu prends cher sur tous ces frais annexes qui se rajoutent et dans mon hypothèse, la maison de tes rêves ne s'est pas nécessairement accompagnée d'une augmentation de tes revenus, d'un changement de job, ou d'un changement de statut social qui viendrait rendre plus facile le fait de soutenir ce type de charge. Et n'oublions pas aussi de préciser que ce bien ne te rapporte rien du tout. Donc, tu pourrais profiter éventuellement d'une quelconque richesse en la vendant. Voilà, évidemment, dans ce cas, on va pas imaginer que la maison, elle fait plus de 1 million, parce que sinon, on revient à la case départ avec mon option à 1 million d'euros. Donc, c'est pas du jeu. ça ne marche pas. Du coup, voilà, ma conclusion, c'est que cette option, elle m'intéresse pas vraiment. Et je me dis que j'obtiendrai la maison de mes rêves, mais autrement. Et notamment peut-être avec l'option à 1 million. Si ça grossit suffisamment à un moment donné, je peux aussi décider de prendre une partie des intérêts sur lesquels je vis. La banque peut considérer que c'est des revenus suffisamment réguliers pour m'octroyer maintenant des revenus, des prêts supplémentaires. Je peux aussi, dans l'option 1 million d'euros en cash, reprendre un job pour augmenter mes revenus et augmenter ma capacité à emprunter, et notamment à emprunter pour avoir la maison de mes rêves. Passons à l'option numéro 3 maintenant, toucher des revenus passifs de 100 000 euros par mois. Alors, compte tenu du fait que j'ai réussi à placer mon million d'euros à 10% de manière passive, vous ne me voyez pas mais je mets des petits guillemets, je décide de ne pas choisir cette option. Parce que pour moi, le million d'euros en cash me rapporte déjà 4 000 euros par mois de manière passive et autant en appréciation de mes actifs. Donc, de fait, on dépasse les 5 000 euros de revenus passifs dans cette option-là. D'autant plus que dans cette option, on imagine bien que les revenus passifs ne vont faire que diminuer au fil du temps compte tenu de l'inflation. Et si on prend une hypothèse d'inflation qui est même pas à 5, mais qui serait un peu revue à la baisse et qui serait à 3, puisqu'on va projeter l'inflation sur 20 ans, et du coup, on va imaginer que peut-être à un moment donné, quand même, ça va baisser. On aboutit quand même à une somme aux alentours de 2 500 euros par mois. Donc, dans 20 ans, évidemment, vos 5 000 euros ont fondu comme neige au soleil et du coup, ont été divisés de moitié sur 20 ans. Donc, il ne va plus rester grand-chose au moment où vous arriverez à la retraite. Et enfin, quatrième et dernière option, toucher un salaire mensuel de 15 000 euros par mois avant impôt sur le revenu, sinon ce serait trop simple. En fait, le vrai match se joue entre ces deux options, entre cette option et le million en cash. Donc avec ce salaire, déjà, on va commencer par la case douloureuse, mais je vais devoir m'acquitter de 60 000. Alors, les chiffres sont très précis toujours avec monsieur, donc moi je vais les arrondir. Avec ce salaire, je vais devoir m'acquitter de 60 000 euros d'impôt sur le revenu. Ce qui n'est peut-être pas votre cas, d'ailleurs en fonction de votre situation familiale, évidemment, en fonction du nombre de la constitution de votre foyer. Il me reste donc environ 120 000 euros 120 000 euros chaque année sur les 180 000 euros de revenus après impôt. Soit, c'est très simple, 10 000 euros par mois. C'est pas mal quand même. Je pense que d'emblée, si c'était cette option et qu'il n'y avait pas les autres options qui étaient aussi engageantes, peut-être que beaucoup prendraient le job à 15 000. L'énorme avantage de cette option, c'est évidemment la capacité de s'endetter, puisque c'est un CDI. Donc, contrairement à toutes les autres options, là, on a vraiment la capacité d'aller voir sa banque et de dire monsieur, madame, je veux emprunter de l'argent et je gagne très bien ma vie. Et donc là, comme tout le monde, on peut s'endetter à hauteur de 35% de ses revenus, soit en l'occurrence 3 500 euros par mois de remboursement bancaire. Si on prend une hypothèse d'un taux à 1,8, à peu près en ce moment, ça me permettrait d'emprunter à peu près 700 000 euros. Donc, c'est pas pour rien que je prends toutes ces hypothèses, parce que 700 000 euros, si vous vous rappelez bien, on a exactement fait la répartition de ces 700 000 euros dans l'hypothèse du million, donc on va pas recommencer. Donc, on a vu que 700 000 euros, ça permettait, en achetant 2 immeubles de rapport, l'un en LMNP, l'autre en SCI, que ça permettait de générer 1 837 euros de revenus en LMNP, 800 euros en tant que rémunération du dirigeant sur la SCI et 612 euros par mois de revenus placés en SCPI. Donc, voilà, je ne vais pas refaire le scénario.
Donc évidemment, on retombe sur le scénario numéro 1, à la différence près que là, on rembourse quand même ses mensualités de crédit chaque mois, parce que on part pas sur un prêt in fine. La banque octroie des prêts in fine quand on est capable de bloquer une certaine somme qui va garantir qu'à la fin, on aura de quoi rembourser quand même. Donc là, on va rester sur un prêt plutôt classique, ce qui fait que les revenus sont équivalents, mais le niveau de charge est un peu plus important. Faisons maintenant un rapide bilan. Si je cumule toutes les sources de revenus, salaire, LMNP, SCI, SCPI, et après avoir remboursé mes emprunts, du coup, je dispose d'un peu moins de 10 000 € de revenus par mois. Donc, on revient à peu près à nos 10 000 € de revenus par mois. 4 000 € par mois vont servir à alimenter mon train de vie. Donc, évidemment, je pars du principe que j'ai le même train de vie que quand je touche 1 million d'euros. Voilà, c'est un peu conservateur comme hypothèse, là aussi, parce que voilà, quand on a 15 000 € de salaire, est-ce qu'on vit vraiment que avec 4 000 € par mois? Mais je veux rester sur des effets de comparaison qui sont équivalents quand même. Donc, j'ai pris la même hypothèse de train de vie que dans mon option numéro 1. Et donc, forcément, ça me laisse 6 000 € que je peux donc mettre de côté chaque mois, 6 000 € par mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour commencer à construire mon patrimoine, auquel s'ajoute là aussi la capitalisation de mes actifs, c'est-à-dire le remboursement de mes prêts et la revalorisation de mes actifs, que j'estime peu ou prou à environ un petit peu plus, mais 53 000, 54 000, donc à peu près la même chose, on va dire, pour simplifier les choses, que dans mon hypothèse numéro 1, l'option à 1 million en cash. Donc en partant de zéro, si je gagne 15 000 € par mois, mais que je pars de zéro en termes d'épargne, sur la base du fait que je suis capable d'épargner 6 000 € par mois, placé à 8%, comme précédemment, il me faut environ 10 ans pour constituer mon capital d'1 million d'euros. Il me faut 10 ans pour rattraper mon niveau de patrimoine que j'ai si je reçois les 1 million là tout de suite maintenant. Est-ce que vous êtes prêts à travailler plus de 10 ans pour battre l'option du million d'euros en cash? Évidemment, je sais que la plupart des gens vont répondre non, parce qu'il faut se lever tous les matins pour aller travailler, avec le stress, avec les responsabilités, avec évidemment pas de temps libre, pour pouvoir arriver à un résultat moins intéressant, ou en tout cas pour mettre 10 ans à obtenir un résultat aussi intéressant que si on devait par magie recevoir 1 million d'euros en cash. Même si, vous l'avez bien vu, pour pouvoir arbitrer et pour pouvoir placer et investir 1 million d'euros en cash, ça demande quand même un certain niveau de connaissance. Pour ma part, et maintenant je vais être claire, j'ai choisi le million. Et j'ai choisi le million direct, honnêtement, parce que j'avais compris que le match se jouait à peu près entre le million et le CDI. Et que pour moi, de toute façon, on m'aurait dit le CDI, en 2 ans, tu bats le million avec ton CDI, et donc au bout de la 3e, la 4e et la 5e, là, t'es dans les stratosphères. J'aurais dit non. J'aurais dit non au CDI parce que de toute façon, là, on rentre dans des considérations qui sont loin d'être financières, mais le CDI n'est pas une option pour moi. Même si on me payait 50 000 € par mois, je ne reviendrai pas en CDI. Je n'ai aucune intention de faire ça. Ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas mon choix en fait, c'est le vôtre. Parce que figurez-vous que j'ai soumis la question à ma communauté sur le compte Instagram de Imo-Chérie et que les résultats m'ont pour le moins surpris. Je vous avoue que j'ai été surprise par le résultat. Il y a à peu près 300 personnes qui ont voté à ce sondage. Et figurez-vous que le résultat est vraiment très, très, très tranché. 70% des 300 votants ont choisi les 5 000 € de revenus passifs. Seulement 20% ont choisi le million en cash. 8% ont pris le CDI et 2% la maison de rêve. Et voilà comment moi j'interprète ce choix. Une grande majorité d'entre vous, alors est-ce que ma communauté est représentative de tous les Français? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'intuition que oui, par rapport à l'interprétation que j'en fais, j'ai l'impression que oui. Pour moi, ce que je comprends de ces résultats, c'est qu'une grande majorité d'entre vous êtes prêts à renoncer à plus de richesse pour moins d'efforts.
La richesse, oui, tant qu'il ne faut pas la créer. La richesse, oui, tant qu'il ne faut pas la construire. La richesse, oui, si ça ne demande pas trop d'efforts, de travail, et notamment de travail, alors dans le CDI, oui, mais aussi de travail intellectuel, de compétences, d'intelligence financière pure et simple. Voilà, sur cette conclusion, je vous laisse méditer sur cette conclusion, sur tout ce que vous avez appris dans cet épisode, tout ce que je vous ai partagé. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!